Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va analyser une nouvelle diète et c'est celle de l'influenceur coach, certainement le plus célèbre en France, le plus réputé. Il s'agit de Nassim Saïli. Bien entendu, je ne vais pas dire cette fois que je ne connais pas Nassim Saïli, ce serait totalement faux. Tout le monde le connaît. Il faut vivre dans une grotte pour pas le connaître en France aujourd'hui en 2024. Il est très réputé. Vous avez été très nombreux à m'envoyer une de ses dernières vidéos qui s'intitule « Voilà comment j'ai atteint 10% de masse grasse ». Donc le but, c'est d'analyser cette vidéo. Je ne l'ai pas encore regardée, de voir les conseils qu'il donne, qu'il explique parce que Nassim influence énormément de monde, donne énormément de conseils. Est-ce qu'on est d'accord avec ou non? Je vais juste donner mon avis, vous dire ce que j'en pense et donner des conseils par-dessus si c'est nécessaire. Avant tout, petit disclaimer, comme je l'ai dit, je connais Nassim Saïli. Alors sur le plan personnel, j'ai déjà échangé avec lui, j'ai aucun conflit et aucune animosité, en tout cas pas que je sache envers lui, je pense pas qu'il en ait envers moi, il n'y a pas de raison. Donc voilà, cette vidéo elle est totalement impartiale, on n'est pas du tout proche ou autre, on se connaît, on va dire en tant que peut-être collègue, si je peux avoir cette prétention d'être son collègue parce qu'il est bien au-dessus en termes de nombre d'abonnés, mais je parle en termes de coach. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à commenter. Quoi qu'il en soit, s'il vous plaît, soyez respectueux toujours envers Nassim. Envers moi, vous pouvez y aller, aucun problème. Mais soyez respectueux envers lui. Le but, c'est pas de juger la personne qu'il est, mais de juger uniquement ce qu'il dit dans cette vidéo et ce qu'il montre. On y va, let's go. Dans cette vidéo, je vous explique exactement comment je passe de 15 à 10% de masse grasse en vous partageant tout mon programme diététique, tout mon programme de musculation, mais surtout en répondant à la question suivante, est-ce que ça vaut vraiment le coup de descendre à 10% de masse grasse? Voilà, donc comme il l'explique dans cette vidéo, le but c'est de perdre des pourcentages de masse grasse, de passer de 15 à 10%. Il explique qu'il va montrer son entraînement et sa diète. Nous, on va parler uniquement de la diète ici, puisque le but de cette série de vidéos, c'est d'analyser les diètes et non pas d'analyser l'entraînement. Donc, je le précise juste qu'on va vraiment parler que de la partie conseils diététiques et les repas qu'il montre, etc. En 2023, je pèse 95 kg et selon ma balance, je suis à 14,3% de masse grasse. Pour rappel, je mesure 1m86 et je fais de la musculation depuis 17 ans. Et on va voir combien de temps il va me falloir pour descendre à 10% de masse grasse. Maintenant que j'ai ma photo à 22%, ma photo à 15%, maintenant il reste plus qu'à se mettre au boulot et j'ai hâte de comparer mon physique à 22% de masse grasse, à 15% de masse grasse et à 10% de masse grasse. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je ferai la comparaison entre un DEXA scan, une balance connectée et une pince à pli cutané pour vérifier si les valeurs de masse grasse sont équivalentes. Les infos sont réunies, il me reste plus qu'à mettre le plan d'attaque en application et pour ça il faut que je puisse me constituer une diète carrée. Mes chers élèves, bonjour et bienvenue dans votre cours. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à calculer votre métabolisme de base et comment choisir votre déficit calorique. Donc effectivement, avant de commencer une perte de gras, c'est toujours assez intéressant de connaître son métabolisme de base et de calculer à partir de ce résultat la dépense calorique journalière. Pour ce faire, j'utilise très simplement l'équation de Harris-Benedict que vous voyez affichée au tableau. N'ayez pas peur, je vous la mets aussi en description pour que vous puissiez faire votre petit calcul de votre côté. Ne me demandez pas d'où sortent ces chiffres parce que j'en ai aucune idée. Attention, ceci est la formule pour les hommes. Pour les femmes, ça diffère un petit peu et je vous la mets également en description. Donc première partie, il explique comment calculer sa dépense calorique journalière. Ce qui est très bien parce que quand vous entreprenez une perte de poids ou une prise de muscle, on ne le fait pas à la volée par hasard. Si vous voulez des résultats précis, des résultats optimaux, il faut le faire d'une manière intelligente. Là, vous le voyez au tableau, ça nous donne un chiffre qui est votre métabolisme de base. Attention, le métabolisme de base, c'est le nombre de calories que vous allez brûler sans faire aucune activité. Donc il l'explique très bien, on prend en compte qu'il fait 95 kg pour l'analyse de sa diète, qu'il s'entraîne 7 jours sur 7 et qu'en plus il rajoute du cardio. On va pas épiloguer sur ça, est-ce que c'est bien de s'entraîner 7 jours sur 7, faire du cardio ou autre? C'est pas le sujet de cette vidéo encore une fois, on ne parle que de diète. N'oubliez pas que je pèse plus de 96 kg, que j'ai une masse musculaire plutôt développée, donc ça reste cohérent par rapport à mes stats. Mes chers élèves, si on part de ce principe, on arrive du coup à une dépense calorique journalière qui est plutôt autour des 3500 calories. Encore une fois, si ça vous paraît énorme, n'oubliez pas que je m'entraîne tout le temps. Pour donner mon avis, 3500 kcal pour 95 kg, ça me semble pas énorme, comme il l'explique. C'est vrai que pour les gens, ça peut sembler beaucoup pour un maintien calorique ou même une diète de perte de poids. Mais c'est pas rare d'arriver à sécher à 3500 kcal pour 95 kg parce que, comme il l'a dit, il s'entraîne beaucoup. En plus, c'est quelqu'un qui sait s'entraîner, qui va s'entraîner avec des charges importantes, de l'intensité, qui va rajouter du cardio, qui n'est pas très gras. Vous le trouvez gras, mais 95 kg pour 1m86 en étant comme ça et en étant naturel, c'est pas gras. Essayez déjà d'avoir ce niveau. Donc ça, on peut pas lui enlever du tout. Et en plus, il a un bon métabolisme parce que certainement qu'il a une bonne santé. C'est quelqu'un qui fait attention, etc. Donc on n'est pas sur des problèmes métaboliques particuliers ou quoi. Donc voilà, ça me semble pas du tout élevé. C'est plutôt les gens qui ont tendance à sous-estimer justement ses besoins et à démarrer bien trop bas quand ils font une diète, à se retrouver très vite bloqués ou à sécher à 2000 calories alors qu'ils pèsent encore 90 kg.
kilos. Donc pour le coup, son approche, elle est intelligente. Je vais donc choisir de commencer avec un déficit calorique de 20%. Nous arrivons donc à une diète à 2800 calories. Et donc là, il explique qu'il va démarrer par un déficit de 20%, ce qui fait 700 calories de moins. Donc comprenez bien, il maintient son poids avec 3500 kilocalories. Donc, il veut perdre du poids. Il se dit, je vais mettre tout de suite 20% de moins de calories et arriver à 2800 kilocalories. Est-ce que c'est bien? Alors, il y a différentes approches. Soit vous décidez d'attaquer tout de suite par un déficit qu'on dirait agressif pour perdre plus vite, soit vous y allez plus lentement. C'est une question de choix. Qu'est-ce qui est le mieux? Moi, je préfère y aller plus lentement. Moi, personnellement, j'aurais démarré par 10%. J'aurais surveillé chaque semaine l'évolution de mon poids, de mes mesures. Je serais allé plus progressivement pour mieux préserver la masse musculaire, l'énergie, employer une stratégie plus long terme. Mais après, c'est pas faux de faire ce qu'il fait en fait. Voilà, c'est différents choix. Je vous dis ce que moi je préfère appliquer et faire. Maintenant, lui décide de faire 20%. Je pense que ça va marcher. Il a l'expérience. Protéines, 180 grammes par jour. Ce qui fait pour moi un tout petit peu moins de 2 grammes par kilo de poids de corps et par jour. Je sais très bien que pour ce macronutriment, j'ai une marge d'erreur. Donc si jamais je consomme que 165 grammes, c'est pas la mort. Par contre, je consomme que très rarement, voire même jamais, plus de 180 grammes de protéines par jour. Ensuite, on a les lipides. Et pour les lipides, j'ai une approche très simple. Je divise mon poids de corps par 2, ce qui m'amène environ à 45 grammes de lipides par jour. Encore une fois, je sais très bien que certains d'entre vous vont trouver ça trop élevé ou pas assez élevé, peu importe. C'est ce qui fonctionne très bien pour moi. Et pour les glucides, ce sera le reste de mes calories. J'ai un peu la flemme de faire le calcul, donc je l'affiche sur le tableau. Et on a une diète parfaitement carré. C'est carré. Donc là, très intéressant. Il démarre à 2800 kilocalories et il vous montre les macros. 180 grammes de protéines, ce qui fait un peu moins de 2 grammes par kilo de poids de corps pour lui. Lipides, 45 grammes, donc divisé par 2 par rapport au poids de corps, 0,5 grammes. Et le reste en glucides. Qu'est-ce que j'en pense? Et là, je serai un peu plus tranché et catégorique. J'en pense que sur les lipides, déjà, c'est trop bas. Je vous déconseille, c'est mon avis, de démarrer un déficit calorique aussi bas en termes de lipides. Je vous conseille de garder de la marge pour favoriser l'activité du système hormonal, la récupération et même pour mieux stimuler la perte de gras. Je conseille d'aller jusqu'à 0,5 en fin de régime. Si vous avez vraiment besoin encore de perdre, de diminuer les calories, je conseille d'aller plus bas, plus tard dans la perte de gras. Pour moi, là, c'est trop tôt pour lui d'y aller maintenant, mais c'est mon avis. En termes de protéines, je serais allé à 2 grammes, voire 2,2 grammes, un peu plus haut, pour la satiété, faciliter la satiété, mieux préserver la masse musculaire, surtout quand on s'entraîne 7 jours sur 7, qu'on a déjà ce gabarit-là, ce niveau-là et cette masse musculaire-là. Pour moi, il est préférable d'être un peu plus haut. Alors, j'ai pas dit qu'il faut monter à 3 grammes, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais je trouve ça trop bas. J'aurais fait ça si j'avais un niveau plus faible et si je faisais pas déjà 95 kg en m'entraînant 7 jours sur 7, etc. Voilà, donc sur ça, déjà, j'aurais changé l'approche. Mais comme je vous l'ai dit, j'aurais démarré aussi un peu plus haut en calories, ce qui aurait changé la donne. Et les glucides, bon bah forcément, ils sont à 420 grammes, mais du coup, c'est vrai que c'est très haut. Alors ça veut pas dire que c'est trop haut, il va perdre du gras, c'est sûr. Ce qui compte, c'est les calories avant tout. Mais il aurait pu les descendre un peu, autour de 350, ça aurait resté haut, pour privilégier l'apport notamment en lipides. Voilà, parce que quand on est déjà à 0,5 g de lipides, si après il faut descendre encore les calories, on va descendre uniquement les glucides, on pourra plus descendre ni les protéines ni les lipides. Ça laisse moins de marge de manœuvre et moins de marge de progression, selon mon expérience. Voilà donc tout ce que je mange dans une journée, du petit déjeuner jusqu'au dessert après le dîner, 2800 calories que je vais décomposer pour que vous fassiez une petite idée. On commence par le premier repas qui n'est pas vraiment le petit déjeuner parce que je le prends pas directement au réveil, mais je le prends après ma première séance d'entraînement qui se fait entre 9h et 9h30. Donc ce repas vient juste après, je dirais entre 10h30 et 11h, et il consiste en 4 œufs entiers, 200 g de champignons et puis 200 g de légumes verts. J'alterne en fonction de ce que j'ai sous la main, des brocolis, des haricots verts, des courgettes, etc. Et puis je rajoute une source de glucides. Aujourd'hui, c'est du pain. C'est des petits pains pita qu'on peut trouver dans le commerce. Mais parfois, ça peut être du pain complet ou ça peut être une source de glucides plus classique, genre des pommes de terre. J'alterne en fonction de mes goûts. Avec ça, du coup, j'ai une bonne portion de protéines, j'ai une petite portion de glucides et puis j'ai ma portion de lipides avec le jaune d'œuf. Les œufs, je les cuisine avec un peu d'huile de coco et puis je rajoute un tout petit peu d'huile d'olive après la cuisson sur mes champignons et mes légumes verts. Sur ça, j'ai mon petit pense-bête sous la main. On est à peu près à 730 calories. Environ 45 g de protéines, environ 85 g de glucides et environ 25 g de lipides. Ok, donc premier repas, il nous explique qu'avant, il s'est entraîné à jeun. Alors, ce que je ne sais pas, c'est est-ce qu'il a fait le cardio ou la musculation à jeun avant. Si c'est le cardio, ça ne me gêne pas. Bien que faire le cardio à jeun ou faire le cardio en ayant mangé ne brûle absolument pas plus de gras.
Ça, on le sait, j'espère que vous le savez. Sinon, je vous invite à regarder, j'ai déjà fait des vidéos sur ça, des réels, je l'ai expliqué plusieurs fois. Voilà, donc faire le cardio à jeun ne vous fera pas perdre plus de gras que si vous faites le cardio n'importe quel autre moment de la journée. La musculation, je vous déconseille de la faire à jeun. Pareil, je l'ai expliqué déjà dans plusieurs vidéos. Donc, je vous invite à aller voir, soit pour la performance, pour la récupération, pour le système hormonal. Voilà. Bon, après, encore une fois, on n'est pas là pour parler d'entraînement ou de cardio, mais je place ça ici. Maintenant, son premier repas, en tenant compte que c'est après l'entraînement. Alors, 4 œufs entiers, cuits à l'huile de coco, très bien, rien à dire. Les œufs, privilégiez-les de qualité. Là, il n'en a pas parlé. 200 g de champignons, 200 g de légumes verts. Bien, très bien. Il y a la dose qu'il faut de légumes, de fibres, de vitamines, de minéraux, excellent. Rajouter un peu d'huile d'olive après cuisson, très bien, rien à dire. J'avais peu de doutes sur ses connaissances à ce niveau-là. Et puis après, du pain, pita. Alors, certains vont s'offusquer du pain, mais non, il faut arrêter. Là, le truc de l'index glycémique, on s'affole. C'était il y a 10 ans. Maintenant, on sait que quand on a un repas comme ça, quand on est en bonne santé, qu'on n'a pas de diabète et qu'on a un repas comme ça où il y a des fibres, où il y a des lipides, il n'y a aucun problème à aller manger du pain. Pour le coup, il a dit en plus qu'il variait souvent ses sources de glucides, voilà. Donc c'est un repas où il a 85 g de glucides après un entraînement, donc c'est un repas qui est très bien. Il n'y a rien à dire sur ça, ce repas, il est très très bien. Et d'ailleurs, je mange souvent des repas comme ça, donc je ne vais pas vous dire que c'est nul, parce que si je vous montre ma diète, j'ai très souvent des repas qui ressemblent. Ensuite, on enchaîne avec ma collation post-entraînement. C'est un shaker de protéines avec des fruits, en l'occurrence des bananes. Si je suis chez moi, je me fais un smoothie, je passe tout ça au mixeur. Si je suis à la salle, je me fais de la prot et puis je mange les bananes juste à côté. Pareil que pour le petit déjeuner, ça peut m'arriver de varier au niveau des fruits. Si vous voulez une approche personnalisée, savoir vraiment ce qu'il faut faire en termes de diète, d'entraînement, être encadré, suivre une vraie méthode et avoir de vrais résultats, n'hésitez pas à aller sur mon site www.antowest.com tout simplement et à regarder mes coachings personnalisés, mes programmes sur mesure, mais aussi mon e-book spécial prise de masse qui s'appelle Fast Gains, qui est en ce moment en promotion pour le lancement à moins 50%. Vous avez 12 semaines d'entraînement et de diète ultra détaillées, personnalisées en fonction de votre poids de corps. Foncez, si vous voulez progresser, c'est maintenant. Mais en tout cas, je mets toujours 45 g de protéines. Et puis avec ces 2 bananes, ça nous fait environ 35-40 g de glucides. Donc le tout, à peu près 330 calories. Donc ensuite, deuxième repas. Là, il explique que c'est post-entraînement. Donc je pense avoir compris que le premier, c'était après cardio, ce qui du coup me gêne moins, je trouve ça cohérent. Et là, c'est après musculation. Donc protéines en poudre, il précise pas laquelle, mais bon, on s'en fiche. Du moment où la protéine, vous la digérez bien, ou vous choisissez une protéine de qualité, c'est très bien. Et des fruits. Alors, j'ai vu l'autre fois un réel encore de quelqu'un, d'ailleurs je vais m'en occuper, qui dit les fruits en sèche, c'est n'importe quoi. Les fruits, je savais pas que c'était mauvais pour sécher, c'est la pire des choses. Mais les gars, arrêtez vos conneries. Les fruits, c'est un des meilleurs aliments qui soit. Fibres, vitamines, minéraux, hydratation, c'est une très bonne source de glucides. Non, le fructose ne fait pas grossir. Non, le fructose ne donne pas le diabète. Il faut arrêter avec ça. Les fruits sont une excellente source de glucides. Bien meilleure d'ailleurs que les pâtes ou le riz où vous avez aucun micronutriment dedans. Donc voilà, donc très bon repas, rien à dire. Il n'y a pas de lipides ici, mais c'est post-entraînement, bon, c'est pas gênant. Puis on termine avec le plus gros repas de la journée, mon dîner, qui doit faire entre 1600 et 1800 calories en fonction des jours. Donc vous voyez que c'est vraiment une grosse partie de mon apport calorique. Après, il est toujours séparé en 2 choses, donc j'ai mon plat et mon dessert. Donc ensuite, là, on voit qu'il passe tout de suite au dîner et fait 3 repas. J'ai reçu beaucoup de messages suite à cette vidéo. Oui, regarde, il fait que 3 repas, c'est n'importe quoi, le soir, il mange autant, etc. Il faut arrêter de vous faire matrixer avec des gens qui donnent des conseils alors qu'ils ont des connaissances issues des magazines ou des on-dit. Ce qu'il fait, il n'y a aucun problème. Ce qui compte en priorité, c'est le total de calories et de macronutriments sur l'ensemble de votre journée. Ensuite, c'est que vous digérez convenablement ce que vous mangez, que vous ayez suffisamment d'énergie sur la journée et qu'autour de votre entraînement, vos entraînements, vous ayez des apports caloriques. Et bien là, il le fait parfaitement. S'il préfère manger plus de calories le soir, plus de glucides, ce qui en plus va faire baisser le cortisol pendant la nuit, favoriser le sommeil, c'est très bien. Et moi-même, je fais ça. Donc il n'y a aucun problème à faire 3 repas, 4 repas, 5 repas. Quand on consomme 2800 kilocalories, en 3 repas, ça se fait très bien. La preuve en est, ça ne fait pas des repas gargantuesques. Donc cette approche, elle est bien. Bon, maintenant, on va voir de quoi se compose le dernier repas. Et mon plat, aujourd'hui, ça consiste en 200 g de riz blanc pesé cru, ça fait 750 calories. Au-dessus de ça, aujourd'hui, on a 200 g de blanc de poulet, et puis on a des légumes verts. Là, c'est 200 g de brocoli, mais pareil, je peux alterner avec, je sais pas, des épinards, des haricots verts, etc., en fonction de ce que j'ai sous la main. Ça m'arrive dans ce repas du soir de me faire des oignons avec des champignons que je vais faire revenir avec un peu d'huile d'olive. Et en parlant d'huile d'olive, je rajoute entre 5 et 8 g d'huile d'olive après cuisson.
sur mon repas pour avoir ma portion de lipides, parce que là, vous voyez bien qu'il y a presque 0 lipides. En fonction des jours, je peux varier ma source de protéines. Ça m'arrive de manger de la viande rouge, mais assez rarement en fin de compte. Au lieu du poulet, je peux mettre du poisson blanc, mais je suis pas ultra fan. Ça m'arrive même de faire des repas sans protéines animales, où je vais faire des petites associations, et je vais me rattraper soit avec la protéine au début de la journée, soit avec les œufs, soit avec mon dessert. Donc vraiment, c'est assez flexible tant que je respecte les 2800 calories et mes macros. Jusque-là, tout va bien. Donc là, le soir, on a poulet, riz, légumes verts. Bon, aucun problème avec ça. Il rajoute de l'huile d'olive. Très bien. Après cuisson, pourquoi? Peut-être que vous ne savez pas, certaines graisses, dont l'huile d'olive, ont tendance à la chaleur à se dégrader. Il y a des graisses, des sources de graisses qui supportent beaucoup mieux la chaleur, comme l'huile de coco. Donc il est vrai que privilégier les cuissons à l'huile de coco et rajouter tout ce qui est huile d'olive, huile de noix après cuisson, c'est plus intelligent. En soi, l'approche est très bien. Ensuite, en dessert, il se fait du skyr. 350 g de skyr nature. Je rajoute par-dessus du miel ou du sirop d'agave. Ça dépend en fait de ce que j'ai sous la main, encore une fois. Donc il y a entre 40 et 50 g de miel que je rajoute par-dessus. Et je rajoute des fruits. Ici, c'est des kiwis. Mais pareil, je peux avoir des fruits rouges congelés que je vais rajouter dessus. Des bananes. N'importe quel fruit fera l'affaire en fin de compte. Je veux juste rajouter des glucides sur ce dessert qui est déjà assez glucidique. Et puis évidemment, je finis tout ça avec entre 20 et 30 g de chocolat noir. Minimum 80% de cacao. Et pourquoi entre 20 et 30 g? Parce que ça dépend des macros qu'il y avait dans mon repas principal. Il n'est pas impossible que je mette un tout petit peu moins d'huile d'olive sur mon repas et puis que je compense avec un tout petit peu plus de chocolat noir. Donc vraiment, diète flexible à 100% et à partir du moment où j'atteins mes macros et mon total calorique, c'est nickel. Du miel. Pas de souci, encore une fois, le fructose c'est pas mauvais comme je l'ai expliqué précédemment. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là et le miel contient des micronutriments quand il est de qualité qui sont intéressants. Attention juste à la qualité de votre miel parce que beaucoup de miel dans les grandes surfaces, dans les différents points de commerce, surtout quand ils sont bas prix en général, sont des sirops de glucose. Ils ne contiennent pas de miel donc là effectivement c'est pas du tout la même chose. Mais si vous avez les moyens, achetez un miel de qualité. Le sirop d'agave, je suis un peu moins fan, j'aurais privilégié le sirop d'érable en alternative. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Chocolat noir. Très bien, bon, son repas il est bon. Il n'y a rien à dire sur les aliments qu'il consomme. C'est intéressant parce que vous avez vu, il dit le terme diète flexible. Dans le sens où pour lui, diète flexible, c'est en fait pouvoir jouer avec les macros et les sources d'aliments. Mais il ne mange que des aliments sains. Bah, c'est très bien. Dans ce cas, moi aussi, je suis pour ce genre de diète flexible. Je trouve ça très bien. Et ajouter de la junk food ou quoi, quand en plus on mange beaucoup moins de calories et on est en déficit, ce serait débile. Donc je trouve sa diète très très bien. Je sais que beaucoup allaient penser en regardant cette vidéo que j'allais m'attaquer à Nassim Saïli, vouloir faire le buzz ou quoi. Mais vous le voyez, c'est pas du tout mon but. C'est pas le cas. Je ne juge que ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et ce qu'il dit et ce qu'il fait est très bien. J'aurais juste démarré un peu plus haut le déficit, mis un peu plus de lipides au départ, un peu plus de protéines, mais c'est tout. C'est pour l'instant la meilleure vidéo de diète que j'ai analysée avec les meilleurs conseils, l'approche la plus cohérente. En général, Nassim, même s'il y a des choses sur l'entraînement où je suis pas d'accord, voire pas du tout d'accord, reste quelqu'un qui est plutôt cohérent et là sa diète elle a rien de mauvais. Je trouve cette vidéo bien et je préfère que vous vous inspiriez de diètes de ce style que certains qu'on voit qui sont de vrais influenceurs sans connaissance et qui donnent des conseils qui parfois sont même préjudiciables pour votre santé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter. N'oubliez pas de rester poli envers Nassim et respectueux. En plus, en soi, regardez, il n'y a aucune raison d'aller le critiquer sur la partie de diète de cette vidéo. En tout cas, le reste, j'ai pas regardé, c'est pas mon but. Et le reste de son contenu, je dois vous avouer que je regarde pas tout non plus. Je vois passer des choses, mais voilà. C'est pas quelqu'un contre qui il faut mener la guerre parce que c'est quelqu'un qui a plutôt un bon état d'esprit, qui véhicule de bonnes choses. Après, oui, des fois, il dit des choses avec lesquelles on pourrait ne pas être en accord, ce qui est parfois mon cas. Et parfois aussi, il a une manière de répondre qui peut ne pas vous plaire. Et n'oubliez pas que c'est quelqu'un qui est très populaire, qui doit gérer des milliers de commentaires, de vidéos réactions de ce style aussi. Donc je peux comprendre à mon faible niveau que ça puisse être aussi parfois agaçant et compliqué. Voilà, merci à tous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse de diète. À plus, bye bye.